à Paris, le magazine de la ville de Paris. Bienvenue dans votre magazine à Paris, numéro 83, pour l'hiver 2023-2024, avec à la une, comment Paris s'adapte au changement climatique. Édito d'Anne Hidalgo, maire de Paris. Face à l'urgence, accélérons. 50 degrés à Paris, ce n'est pas de la science-fiction, mais une réalité qui pourrait arriver plus vite qu'on ne le croit. C'est pourquoi nous devons redoubler d'efforts pour poursuivre la politique que nous mettons en œuvre depuis le premier plan climat en 2007. Avec notre plan climat 2024-2030, 500 mesures ambitieuses vont nous permettre d'accélérer encore notre action pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et protéger toutes les Parisiennes et tous les Parisiens, notamment les plus vulnérables, les enfants, les familles les plus pauvres, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes à la rue. Nous irons encore plus loin dans la rénovation thermique des crèches, des écoles et des logements sociaux. Nous continuerons à remettre de la nature partout où c'est possible, à l'image des 180 rues aux écoles et des 129 cours oasis, pour atteindre 10 mètres carrés d'espace vert par habitant en 2040. Pour améliorer la qualité de l'air, et parce que vous êtes nombreuses et nombreux à me dire qu'il y a encore trop de voitures dans Paris, nous continuerons de réduire la place de la voiture pour privilégier les transports en commun, la marche et le vélo. Et parce que votre avis est capital pour mener à bien la transition écologique, je vous proposerai dans les prochaines semaines une nouvelle votation citoyenne, plus ou moins de SUV à Paris. Alors que nous devons radicalement réduire la pollution qui tue chaque jour, différentes ONG ont pointé du doigt le fait que les SUV sont 20% plus polluants que les voitures ordinaires. Ce sera à vous de décider, le 4 février prochain, quelle place nous devons leur donner dans nos rues. La diminution des émissions de CO2 à Paris ces dernières années prouve que notre action porte ses fruits. Il faut continuer et ne rien lâcher pour être à la hauteur de l'urgence climatique. Rien n'est impossible quand la volonté existe, ni même la baignade dans la Seine, qui deviendra bientôt réalité. Paris Express. Des fêtes de fin d'année aux couleurs de l'olympisme. Du 29 novembre au 31 décembre 2023, l'hôtel de ville s'illumine aux couleurs des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. L'occasion de célébrer les fêtes de fin d'année dans un esprit sportif et de se mettre dans l'ambiance. Sur le parvis, on se presse au village de Noël pour arpenter les chalets garnis de produits parisiens et trouver son cadeau ou pour profiter de nombreuses animations festives et gratuites. Carrousel, gourmandises, luge, murs d'escalade, rencontre avec le Père Noël, il y aura de quoi faire, quel que soit son âge. 20 ans pour le Conseil parisien de la jeunesse. Cette instance de participation citoyenne a soufflé ses 20 bougies en 2023. L'appel à candidature pour cette promotion anniversaire s'est déroulé cet automne. Plus d'informations sur le site internet paris.fr/cpj. Un jardin Line Renault inauguré dans le 8e arrondissement. La chanson, le music-hall, le cinéma, la télévision et maintenant un jardin. Il n'y avait pas de meilleur endroit pour porter mon nom, nous confiait la grande Line Renault, alors qu'on lui annonçait qu'on rebaptisait en jardin des ambassadeurs Line Renault une partie du jardin des Champs-Élysées dans le 8e. Le Conseil de Paris a décidé de rendre cet hommage, rare pour une personnalité en vie, à cette femme engagée. Reine du music-hall dans ses jeunes années, puis actrice populaire tout au long de sa carrière, la star aux yeux bleus, âgée de 95 ans, a activement contribué à la fondation de SIDAction et reste très active dans l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Retrouvez son interview à lire sur paris.fr. Et en photo, nous voyons Madame Hidalgo, maire de Paris, en compagnie de Line Renault. Étampes, mode ou histoire, les 3 expos à voir cet hiver. L'Étampes n'aura plus de secret pour vous après avoir franchi les portes du Petit Palais dans le 8e. Le musée en dévoile ses trésors jusqu'à mi-janvier avec des maîtres tels que Dürer, Rembrandt ou Toulouse-Lautrec. Si vous préférez la haute couture, rendez-vous au Palais Galliera dans le 16e. L'exposition présente les œuvres Lanvin, Balenciaga, Chanel, McQueen, d'Azzedine Alaïa, virtuose de la coupe
et grand collectionneur. Autre curiosité, le musée Carnavalet revient sur la Régence, qu'on peut voir en photo, qui marquera le retour du roi à Paris en 1715. 200 œuvres explorent ce moment de l'histoire qui vit Paris s'imposer comme la capitale culturelle de la France. La créativité parisienne à la boutique de l'Hôtel de Ville. Les nouvelles technologies, les produits ludo-éducatifs pour enfants ou encore les cosmétiques créés par des entrepreneurs parisiens vous intéressent ? La boutique Paris Rendez-vous de l'Hôtel de Ville expose actuellement 6 startups identifiables grâce au macaron Paris Innovation. Gage de qualité, cette sélection a été soumise à différents critères: production implantée au sein d'une société parisienne, durabilité des produits, commercialisation sur un lieu physique. Chacun cherche son cirque. Comme chaque année, jongleurs, clowns et autres funambules se réunissent pour vous offrir des représentations surprenantes, parfois troublantes et forcément magiques. Jusqu'au 3 mars, la grande famille Bouglione présente son nouveau spectacle Délire au Cirque d'Hiver dans le 11e arrondissement. Année exceptionnelle, spectacle exceptionnel. Les Folies Grusses fêtent leurs 50 ans en 2024, avec un show équestre, aérien et poétique à découvrir jusqu'au 25 février dans le Bois de Boulogne, dans le 16e arrondissement. Jusqu'à la mi-janvier, le cirque Phénix, dans le 12e, mais cette année, les artistes du cirque de Pékin à l'honneur. Enfin, partez pour un voyage dans le temps avec le cirque Borman-Moreno dans le 15e arrondissement, qui allie tradition et modernité. Apprendre en immersion avec l'Académie des langues. L'Académie des langues a ouvert en septembre 2023 dans l'école Cambon, au centre de Paris. Lieu ressources innovant, elle permet une immersion linguistique gratuite aux élèves des classes des écoles publiques parisiennes, de la maternelle au collège. Les programmes thématiques intègrent activités ludiques et créatives avec recours au numérique, au théâtre et à des visites de musées pendant une semaine complète. L'équipe bilingue accueille en anglais pour commencer, puis d'autres langues seront proposées. Attention aux prospectus de dépannage frauduleux. Des prospectus de dépannage à domicile, qui proposent des services de plomberie, serrurerie, etc., sont présentés comme étant agréés par la ville de Paris, alors qu'il n'en est rien. La municipalité agit auprès des autorités compétentes pour obtenir la condamnation des responsables. Vous pouvez adresser vos témoignages par courriel à l'adresse dajbpi@paris.fr ou signaler ces sociétés sur le site signal.conso.gouv.fr. Les engagements des employeurs parisiens récompensés. Lors de sa première édition, le prix des employeurs engagés a récompensé le magasin Rosa Parks de Leroy Merlin, dans le 19e arrondissement, pour sa démarche en faveur du handicap. Le cabinet de conseil Utopie, qui se trouve dans le 11e arrondissement, a été distingué pour son écosystème solidaire, 13 congés différents pour les situations personnelles sensibles. Paris Habitat a été récompensé pour son action « Même sans CV, ça peut matcher ». Un prix coup de cœur a été décerné à l'hôtel Rosalie du 13e arrondissement pour le recrutement local d'une partie de l'équipe à son ouverture. Un ancien ministère reconverti en logements sociaux dans le 7e. L'îlot Saint-Germain, dans la rue Saint-Dominique, a fait peau neuve et accueille depuis l'été 2023 ses premiers habitants. L'ancien ministère des Armées abrite aujourd'hui 254 logements sociaux, une crèche de 68 berceaux, un gymnase, une salle multisport et un jardin de 550 mètres carrés. Cette opération préfigure le plan local d'urbanisme PLU bioclimatique à travers la transformation de bureaux en logements en conciliant protection patrimoniale et performance environnementale. Elle s'inscrit dans la volonté municipale d'accroître la part de logements sociaux financés, 25% en 2023, avec l'objectif de 30% en 2035. Pour les fêtes, les retraités parisiens invités à la table des restaurants Emeraude. À l'occasion des fêtes de fin d'année, des repas festifs pour les seniors sont organisés dans les 44 restaurants Emeraude de la ville. Les équipes de restauration leur proposent de se retrouver autour d'un menu savoureux.
Ces rendez-vous conviviaux auront lieu entre le 12 et le 22 décembre, puis entre le 9 et le 19 janvier 2024. Ils sont ouverts aux Parisiens retraités qui doivent s'inscrire auprès des espaces parisiens des solidarités de leur arrondissement afin de bénéficier d'une carte et d'accéder au restaurant de leur choix. Tous les restaurants concernés sont sur paris.fr. Une nuit qui compte pour la solidarité. La nuit de la solidarité permet de recenser les personnes sans solution d'hébergement afin de mieux connaître leurs profils et leurs besoins et d'ajuster les politiques publiques. Depuis 2018, elle a lieu chaque hiver à Paris et s'est élargie à la métropole du Grand Paris depuis 2022. En juin 2023, une expérimentation estivale s'est également tenue dans 3 arrondissements, le 8e, le 12e et le 20e. La prochaine nuit de la solidarité se déroulera dans tout Paris et dans une trentaine de communes métropolitaines, la nuit du 25 janvier 2024. Un mur dédié aux défenseurs des droits humains. Malala Yousafzai, Angela Davis, Greta Thunberg, Dr Denis Mukwege, Nasrin Sotoudeh, Chelsea Manning, ces activistes se battent pour défendre les droits des femmes, l'accès à la santé ou encore les libertés et les droits fondamentaux. En septembre, leur visage est apparu immortalisé par le plasticien Man Cloy sur le mur des droits humains, aux 30 rue du Sahel dans le 12e arrondissement. Cet espace, inauguré en septembre par la ville de Paris et Amnesty International France, accueillera d'autres street artistes par la suite qui mettront à l'honneur différents défenseurs des droits humains. 5000 appareils électroménagers ont été collectés et recyclés. Un nouveau service dédié aux encombrants, Écosystème, propose une prestation de collecte et de recyclage d'électroménagers. Les équipes viennent chez l'habitant en moins de 48 heures pour collecter les appareils, réemployés ensuite par des acteurs locaux comme Emmaüs, Envie, etc. Plus d'informations sur Écosystème, ECOSYSTEM.eco. 114 nouveaux lauréats pour le budget participatif 2023. Rénovation du centre sportif de la Porte de la Muette dans le 16e, création de nouvelles cours Oasis dans les écoles, restauration du chœur de l'église des Batignolles dans le 17e, aménagement d'un restaurant solidaire près de l'avenue de France dans le 13e, les votes du budget participatif 2023 ont désigné 114 lauréats parmi les 249 idées proposées cette année par des Parisiennes et des Parisiens, des collectifs citoyens ou des associations. Tous les lauréats sont à retrouver sur décider.paris.fr. Un jardin en hommage au combat des femmes iraniennes. Le jardin Villemain, au bord du canal Saint-Martin dans le 10e arrondissement, a été rebaptisé Jardin Massagina Amini en hommage à l'étudiante kurde iranienne. Après sa mort le 16 septembre 2022, elle est devenue le symbole de la lutte menée par les femmes iraniennes pour leurs droits et leur dignité. Comment protéger la biodiversité parisienne ? Alors que la concertation du futur plan biodiversité est lancée, toutes les actions pour préserver la faune et la flore parisienne ont été recensées dans le bilan du plan biodiversité 2018-2024 et en voici 5 exemples. Un atlas pour mieux la connaître. La fauvette grisette, la linotte mélodieuse, l'écureuil roux, mais aussi le pin sylvestre, le sophora du Japon ou encore la coulmelle. L'atlas de la nature de Paris, accessible sur le site internet paris.fr, recense quelques 2800 espèces animales ou végétales observées depuis 2010 et propose aussi 10 balades pour partir à leur rencontre. De son côté, l'application mobile gratuite Balade Paris Durable vous emmène dans 26 coins de nature à Paris. Un plan local d'urbanisme bioclimatique. Continuité écologique pour espèces animales et végétales, espaces verts protégés enrichis de 90 hectares supplémentaires, arbres d'alignement pour ombrager les rues, espaces protégés à végétaliser. Tous ces éléments sont intégrés dans l'aménagement du territoire pour les 6 prochaines années. Les copropriétés sont aussi accompagnées par la ville de Paris via le dispositif CoproAsis pour reverdir cours et toitures, rendre perméables les sols et récupérer les eaux de pluie. Une académie du climat.
Créée pour sensibiliser tous les publics aux enjeux du changement climatique, l'Académie du climat propose chaque année des centaines d'événements. En 2 ans d'ouverture, 3200 élèves ont suivi les parcours nature et biodiversité ou participé aux 115 ateliers eau. 63 ateliers sur la biodiversité ont été organisés et près de 200 lycéens ont été formés à sa préservation. Des cours oasis et des rues aux écoles. Une centaine de cours oasis, ces îlots de fraîcheur végétalisés, ont été aménagés dans des cours d'école et de collège et 29 seront bientôt livrés. Des potagers ont aussi été installés dans 204 crèches parisiennes. Enfin, 40 rues aux écoles bénéficient d'une végétalisation importante. Au total, plus d'une centaine de rues sont végétalisées chaque année. Des refuges labellisés. Pour faire revenir les moineaux, dont l'espèce est menacée à Paris, des quartiers moineaux, élaborés avec la Ligue de protection des oiseaux, LPO, ont été créés afin de leur offrir des espaces propices à leur développement. 28 parcs et cimetières parisiens sont par ailleurs labellisés refuges LPO. Ces espaces permettent au sol de se régénérer, favorisent le développement de la faune et de la flore, préservent de toute pollution et réduisent l'impact de leur entretien sur l'environnement. Contribuez au prochain plan biodiversité sur paris.fr. Joue-la comme Paris. L'accessibilité en étendard. Voirie, réseau de bus, quartier d'accessibilité avancée, à l'approche des Jeux de Paris 2024, la ville se transforme à tous les niveaux pour les personnes en situation de handicap. L'été prochain, près de 350 000 personnes en situation de handicap sont attendues à Paris. Pour bien les accueillir et laisser un héritage positif à tous les Parisiens concernés, d'importants travaux ont été engagés afin d'améliorer l'accessibilité de la capitale. 17 quartiers exemplaires. C'est le cas en particulier de 17 quartiers dits d'accessibilité augmentée, QAA. Ces zones d'exemplarité permettront à toute personne, quelle que soit sa situation, famille avec poussette, personnes âgées en situation de handicap, etc., de se déplacer facilement pour profiter de la ville et de ses services. Désencombrement de l'espace public, remise en état des passages piétons, reprise des bandes blanches, création de plus de 100 places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, PMR, chacun de ces quartiers sera muni de toutes les infrastructures facilitant les déplacements. Des parcours prioritaires ont aussi été créés dans ces secteurs. Pour chacun d'entre eux, les personnes handicapées auront accès, à minima, à 8 établissements recevant du public, équipements sportifs ou culturels, centres de santé, bibliothèques, espaces verts, etc. Par exemple, le parcours du 10e arrondissement conduira au cinéma Le Luxor ou à la médiathèque Françoise Sagan, tandis que celui du 11e passera par la piscine de la Cour des Lions, la promenade Richard Lenoir et la bibliothèque Parmentier. Au total, plus de 200 établissements municipaux sont concernés. À noter également qu'à l'échelle de la ville, l'accessibilité des établissements municipaux recevant du public, bibliothèques, crèches, centres de santé, etc., est en nette progression. En 2022, conformément à la loi de 2005, 1235 lieux étaient équipés et 588 effectuaient des travaux de mise en conformité, soit 62% des établissements. En 2024, 72% d'entre eux seront conformes, proportion qui atteindra 95% courant 2025. 325 lieux de sport équipés. Fin 2023, 325 équipements sportifs seront accessibles aux sportifs et au public en situation de handicap. Des travaux ont par ailleurs été engagés sur 5 sites qui serviront aux entraînements des athlètes pendant les Jeux. Pierre de Coubertin dans le 16e arrondissement, Max Rousier dans le 17e, Poissonnier dans le 18e, Bertrand Dauvin dans le 18e et la piscine Georges Valéry dans le 20e. L'Arena, bientôt ouverte à la porte de la Chapelle, est un exemple de construction et d'aménagement salué pour sa conception universelle. Elle sera la première Arena labellisée accessibilité, avec par exemple une sensory room destinée à l'accueil de personnes souffrant de troubles du comportement ou autistiques. Tout le réseau de bus concerné en 2024. Pour circuler dans Paris,
La totalité des lignes de bus de la capitale sera également adaptée d'ici les Jeux. Une ligne est considérée comme accessible lorsqu'au moins 70% des arrêts le sont. D'importants travaux sont en cours pour adapter les arrêts, notamment pour les personnes circulant en fauteuil roulant, hauteur adaptée du trottoir, aire de retournement, espace public dégagé au niveau des portes de bus, etc. Grâce à la plateforme du bus qui pourra être déployée plus facilement, la montée à bord sera simplifiée. Enfin, d'ici le top départ des Jeux, 1000 places de stationnement PMR supplémentaires s'ajouteront aux 4400 déjà aménagées. En illustration, une photo du stade Charletti dans le 13e qui s'est doté de plateformes d'accessibilité en 2023 pour accueillir les championnats du monde de para-athlétisme. Un réseau de clubs para-accueillants. Paris soutient les clubs qui créent des sections pour les sportifs en situation de handicap. Il y a actuellement 1700 licenciés parasportifs dans la capitale. Un dispositif adapté, Paris Sport Handicap, est aussi ouvert à tous les types de handicap. Plus d'infos sur le site internet paris.fr/paris-sport-handicap. Notre club propose du basket inclusif ou basket adapté, pratiqué aussi bien par des personnes handicapées que par des personnes valides. On ajoute 2 paniers et les joueurs peuvent jouer debout ou en fauteuil roulant. Yann Doyel, formateur de Novosport, club para-accueillant. Suivez l'actualité des Jeux Olympiques et Paralympiques sur paris.fr/Jeux au pluriel 2024. Focus. La Fonctionnelle, un service d'élite de la propreté sur tous les fronts. Cette unité de 300 agents intervient sur les lieux parisiens difficilement accessibles ou qui nécessitent de plus gros moyens humains et matériels. On la retrouve notamment après les manifestations ou les grands événements sportifs. Nous l'avons suivi au village rugby de la Concorde. Quand on demande à Abdoulaye, membre de la Fonctionnelle, ce qu'il affectionne dans son métier, il hésite. Il y a plusieurs aspects qui sont captivants. Les journées ne se ressemblent pas, donc on ne tombe pas dans une routine. On a aussi une certaine responsabilité pour que le tri soit ancré dans le quotidien de toutes et tous. Ce jour-là, on ne le rencontre pas sur les berges ni sur le périphérique, mais au village rugby, sur la place de la Concorde, dans le 8e arrondissement, qu'on peut voir en photo sur cette page. Il y dirige l'équipe du soir, composée de 8 agents, comme en journée. En ce jour de match du 15 de France, les spectateurs affluent. Un enjeu supplémentaire pour Abdoulaye. Il y a beaucoup de visiteurs et de familles qui viennent passer un bon moment. C'est primordial de veiller à la bonne tenue du lieu. En journée, les agents opèrent leur travail de maintenance dans l'ombre. On place les installations, on remplace s'il le faut et on s'occupe des abords de la place, raconte un agent de la Fonctionnelle. Puis dès 23h, on fait la remise en propreté du site. Une répétition pour les Jeux. Si l'organisation est aussi bien ficelée, ce n'est pas par hasard. Pour la FONC, la Coupe du monde de rugby sert d'événement test. Une répétition en vue des Jeux de Paris 2024, explique Nathalie Dessin, chef de la Fonctionnelle. Pour l'événement, une installation de dépôt de déchets est mise au banc d'essai. Avec cette plateforme, l'ambition est claire, on veut réinventer le tri de déchets et le rendre plus ludique. Sur place, Abdoulaye semble satisfait des équipements. Disposés à proximité des stands et des portes, les installations sont bien visibles et les visiteurs se responsabilisent. On n'est pas obligé de passer systématiquement derrière eux. Pendant les Jeux de Paris 2024, les agents de la Fonctionnelle seront mobilisés. Nathalie Dessin confirme. Ce genre d'échéances, comme toutes les missions événementielles, servent pour l'été prochain. On a la tête tournée vers les 2 quinzaines olympiques et paralympiques, même si l'équipe continuera à assurer ses missions quotidiennes. La course contre la montre a commencé. Vos enfants immergés dans l'art contemporain. Rapprocher les institutions culturelles des établissements scolaires, c'est tout l'enjeu du label L'Art pour grandir, qui permet aux enfants de la crèche au collège de se familiariser avec la culture et de développer leurs fibres artistiques. Exemple au théâtre ouvert dans le 20e avec une classe de 3e. Ornelia, Ilias, Betty et leurs camarades se pressent à l'entrée du théâtre. Ces élèves d'une classe de 3e du collège Marie Curie dans le 18e arrondissement assistent à la représentation de la pièce Théo Askolovitch, Zoé et maintenant Les Vivants dans le cadre de l'une des 73 résidences artistiques financées
par la ville en collège, dont un projet autour de la dramaturgie contemporaine. Juliette Roussille, chargée des projets culturels du Théâtre Ouvert, les accueille pour cette soirée. Depuis 2 ans, elle pilote et coordonne les actions de l'art pour grandir en lien avec la direction des affaires culturelles de la ville de Paris. Et elle est ravie par l'implication des jeunes. Ils sont toujours intéressés et très curieux, posent beaucoup de questions et ont un grand respect des artistes. À la sortie, les réactions ne se font pas attendre. On passe très vite du rire aux larmes dans ce spectacle, s'étonne Marin. Même si la pièce aborde des sujets très sérieux comme la mort et le deuil, les enfants émus n'ont pas hésité à se lever pour applaudir les artistes. Comme le souligne Juliette Roussille, il faut dépoussiérer les a priori. Le théâtre est accessible à tous, même lorsqu'il évoque des sujets durs. Les enfants ont senti qu'on s'adressait aussi à eux. Jeunes collectionneurs. L'art pour grandir, qui fête cette année ses 15 ans d'existence, crée des passerelles entre les établissements scolaires, les structures culturelles et les élèves, et souhaite offrir une visibilité nouvelle sur les métiers artistiques. Dès le lendemain de la représentation, les jeunes spectateurs ont rencontré l'assistant du metteur en scène de la pièce, venu leur parler de son métier. Les élèves ont pu l'interviewer pour en fin d'année élaborer leur carnet de bord. Vecteur d'émancipation, ce programme phare de la politique culturelle de la ville poursuit son développement avec toujours plus de partenariats et de parcours innovants, notamment à destination des tout-petits en crèche et dans les centres de la protection maternelle et infantile, PMI. Les projets sont multiples et touchent différents domaines artistiques, à l'image du programme Jeunes collectionneurs, qui depuis septembre 2020 vise à développer le regard des élèves sur l'art en les rendant acteurs. Ce sont eux qui choisissent une partie des nouvelles œuvres acquises chaque année par les fonds d'art contemporain Paris Collection. Pour en savoir plus et découvrir les différents parcours, rendez-vous sur paris.fr/art pour grandir. À Paris, le dossier. Grand angle. Le climat change. Et nous, pour gagner la bataille du climat, réussir sa transition écologique et rendre son territoire plus durable, Paris se mobilise à tous les niveaux et partout. Avec d'autres villes, elle fera entendre sa voix pour la première fois à la COP28, organisée en décembre, et plaidera pour des engagements exemplaires et concrets. Mais la capitale n'a pas attendu 2023 pour agir. À l'instar de son 4e plan climat, fort de plus de 500 mesures, une série d'actions sont déjà mises en œuvre pour faire de Paris une métropole moins carbonée, plus végétalisée, tout simplement plus agréable à vivre. 8 mesures pour transformer Paris durablement. Cet automne, Paris présente son nouveau plan climat qui vise à adapter concrètement la ville à la nouvelle donne climatique et à la multiplication des vagues de chaleur l'été. Plus de 500 mesures y figurent, avec une ambition atteindre la neutralité carbone en 2050, et voici les principales. Poursuivre la végétalisation de Paris. Le développement de la végétation est le premier levier pour rafraîchir la ville. De nouveaux espaces verts vont continuer de voir le jour. L'objectif est d'atteindre 10 mètres carrés d'espace vert par habitant en 2040, soit 300 nouveaux hectares, dont 30 ouverts au public d'ici 2026. Pour contribuer à l'embellissement de Paris, procurez-vous votre permis de végétaliser et jardiner dans votre rue. Plus d'infos sur le site internet paris.fr/permis de végétaliser. En illustration, la place du Colonel Bourgoin dans le 12e, très végétalisée. Accélérer la transition énergétique. Nécessaire pour le climat, bon pour l'emploi, la rénovation énergétique des immeubles parisiens est le chantier du siècle. C'est le premier levier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces prochaines années, dans la suite du travail déjà initié, Paris va donc accélérer la transformation de son propre patrimoine. Toutes les écoles et les crèches vont être rénovées, 5000 logements sociaux par an réhabilités, un record en France. D'ici 2026, 40 000 mètres carrés de toiture parmi les établissements accueillants du public vont recevoir une peinture réfléchissante et rafraîchissante. Paris veut aussi permettre aux immeubles privés de s'adapter. Comment ? En renforçant l'accompagnement des copropriétés privées
Éco-rénovons Paris Plus, et en poursuivant l'exonération de la taxe foncière sur 3 ans pour les propriétaires réalisant des travaux de rénovation énergétique. En illustration, des ombrières installées dans le quartier Rosa Parks dans le 19e arrondissement. Protéger les plus fragiles. Les habitants des quartiers populaires de Paris sont les plus exposés aux vagues de chaleur, à la pollution de l'air et à la précarité énergétique. Leur accompagnement sera étendu et renforcé. Au-delà des personnes âgées, des actions seront engagées pour les femmes enceintes et les jeunes bébés, et un plan grand chaud sera mis en place pour les personnes à la rue. Lutter contre la pollution automobile. La transformation du boulevard périphérique avec une voie dédiée à la limitation à 50 km/h, la suppression de 60 000 places de stationnement et la fin de la voiture thermique en ville en 2030, autant de mesures pour améliorer la qualité de l'air. La pollution atmosphérique demeure le premier stress sanitaire environnemental des Parisiens. Se préparer aux conséquences du changement climatique. À l'image de l'exercice Grandeur Nature, Paris à 50 degrés, qui s'est tenu en octobre, la municipalité prépare sa capacité à surmonter les crises. De nombreux aménagements sont en cours et seront multipliés pour faire face aux pics de chaleur de plus en plus fréquents. Îlots de fraîcheur, ombrières, nouveaux espaces verts, etc. Dans la même optique, son futur plan local d'urbanisme, PLU, qui sera bioclimatique, a vocation à dessiner le nouveau visage du territoire d'ici 10 à 15 ans. Chaque arrondissement aura bientôt son cœur piéton. En photo, la façade végétalisée d'un immeuble dans le 13e arrondissement. Sortir les bâtiments parisiens des énergies fossiles. D'ici 2050, Paris veut réduire son empreinte carbone de 80% par rapport à 2004, parvenir à zéro émission de gaz à effet de serre et à 100% d'énergie renouvelable dans la consommation, dont 20% produite localement. Le fioul utilisé pour le chauffage domestique, qui représente l'énergie fossile la plus polluante tant du point de vue des émissions de gaz à effet de serre que du point de vue de la qualité de l'air, sera éradiqué avant la fin de la décennie. Engager le secteur privé dans la transition. Les TPE, PME, qui emploient 52% des salariés parisiens, sont aussi sensibles aux variations des tarifs énergétiques. Le site paris-du-6 commerce-du-6 énergie.paris.fr les aide à trouver des solutions. Un premier guichet unique d'information les accompagnera dans leur projet d'économie d'énergie. Avec Paris Action Climat Biodiversité, la ville permet déjà aux acteurs économiques de s'engager dans de nouveaux projets environnementaux. Par ailleurs, 245 entreprises sont aujourd'hui accompagnées dans leur démarche de transition écologique. Enfin, une taxe sur l'e-commerce sera créée en s'inspirant de la taxe Amazon mise en place à Barcelone. Adapter nos modes de travail. Pour amorcer un changement sociétal, les métiers existants doivent s'adapter. Et certaines activités économiques pourront à l'avenir devenir non viables. Plusieurs actions seront mises en œuvre. Mobilisation des acteurs de la formation et de l'enseignement pour promouvoir les métiers de l'éco-rénovation, doublement du nombre de bénéficiaires de l'insertion par l'activité économique IAE à Paris, en les orientant prioritairement vers les métiers liés à la transition écologique. Pour ces agents, la ville de Paris renforcera progressivement les mesures prévues en cas de canicule. Prévention, organisation des services, adaptation des cycles de travail. Organiser des jeux à moindre impact. Les Jeux de Paris 2024 mobiliseront des infrastructures majoritairement existantes. Les nouvelles constructions, comme le village olympique en Seine-Saint-Denis ou l'aréna de la Porte de la Chapelle, se veulent exemplaires. Valorisation des déchets de démolition et d'alimentation pour produire des énergies renouvelables et locales, réutilisation des matériaux issus des chantiers du Grand Paris Express. Les Jeux laisseront un double héritage. Matériel d'une part, avec plus de 60 km de nouvelles pistes cyclables dans Paris, des quartiers plus accessibles, la Seine rendue baignable, un boulevard périphérique transformé, un héritage immatériel d'autre part, en confortant la pratique sportive dans son rôle social en matière d'éducation, d'inclusion, de citoyenneté et de santé, mais également en démontrant qu'une expérience sans plastique à usage unique dans la ville est possible. Végétaliser partout, tout le temps.
La végétalisation est la première solution pour lutter efficacement contre les bouleversements climatiques et les îlots de chaleur. Aujourd'hui, 26,2% de notre territoire, bois compris, est végétalisé, offrant davantage d'ombre et moins de minéralité. Et la dynamique se poursuit. Les quartiers réhabilités. L'opération d'aménagement Chapelle-Charbon, dans le 18e, consiste à transformer un ancien site industriel et de logistique ferroviaire entre les portes de la Chapelle et d'Aubervilliers. Point d'orgue de ce projet, un grand parc de 6,5 hectares, déjà livré, relié à des logements, des commerces et un groupe scolaire. Ce quartier bas carbone végétalisé préfigure le futur PLU bioclimatique de Paris. Les cours Oasis. Entre 2018 et 2022, 100 cours d'école ont été aménagés en cours Oasis et 14 000 m² de végétalisation en pleine terre ont été créés. En 2023, 29 nouvelles cours ont aussi été installées. Elles offrent des espaces plus naturels et une meilleure gestion de l'eau de pluie et des points d'eau. Surtout, elles sont bien plus ludiques et adaptées aux besoins des enfants. Les cours d'immeubles. Le programme CoProAsis propose aux copropriétés un accompagnement technique et financier pour végétaliser leurs cours d'immeubles. Il sera amplifié dans les années à venir. La ville de Paris va également mobiliser les grands propriétaires fonciers pour les inciter à ouvrir au public leurs espaces verts et à végétaliser encore plus. Les plantations d'arbres. D'ici 2026, 170 000 arbres auront été plantés dans Paris. Entre novembre 2022 et avril 2023, plus de 25 000 arbres ont été mis en terre. Les talus du périphérique ont accueilli plus de 11 500 nouveaux arbres, tandis que 7 300 arbres ont été plantés dans les bois de Vincennes, dans le 12e, et de Boulogne, dans le 16e arrondissement. Les rues et les places sont aussi concernées, avec notamment une plantation d'envergure prévue cet hiver rue de la Chapelle, dans le 18e, dans le cadre de la métamorphose du quartier de la Porte de la Chapelle. Les toitures et les murs végétalisés. La végétalisation, ce sont aussi des toits et des murs rendus à la nature, soit aujourd'hui 136,4 hectares de bâtis. Une surface qui atteindra 150 hectares d'ici 2026. Paris compte également plus de 30 hectares d'espaces d'agriculture urbaine créés grâce à différents appels à projets qui favorisent les circuits courts. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site pariculteur.paris.fr. Des rues toujours plus vertes. La débitumisation et la végétalisation de l'espace public s'accélèrent. Début 2023, on comptait 80 rues végétalisées. Début 2024, 120 nouvelles voies seront transformées pour offrir plus de fraîcheur. Les forêts urbaines. La première forêt urbaine de Paris verra le jour cet hiver place de Catalogne dans le 14e arrondissement avec, à terme, 470 arbres plantés. Les aménagements permettront de redonner une grande place aux piétons et aux mobilités douces. Une seconde forêt de plus de 2000 arbres est également en cours de création sur le site d'une ancienne gare de marchandises de la Petite Ceinture, entre le jardin de la gare de Charonne et le cours de Vincennes. Se déplacer sans polluer et en toute sécurité. Pistes cyclables, rues aux écoles, réduction de la place de la voiture, etc. Paris s'est profondément transformé pour vous permettre de mieux respirer et de vous déplacer plus sereinement. Tour d'horizon en 7 évolutions. Les rues aux écoles se multiplient. Rue Pierre-Foncin dans le 20e, c'est aujourd'hui en toute tranquillité que les enfants entrent et sortent de l'école. Les voitures ont laissé place à une belle voie piétonne, des espaces naturels plantés de fleurs et parfois même des aires de jeu. Tout comme elle, 180 rues aux écoles offrent désormais aux enfants et à leurs parents un espace piétonnisé aux abords des écoles maternelles et primaires. Ces rues assurent un trajet sécurisé et offrent des parcours moins pollués. Les pistes cyclables confortent le boom du vélo. Avenue de la République, rue Lafayette, avenue de Saint-Ouen, rue du Faubourg Saint-Antoine, etc. La liste des artères stratégiques de Paris, qui voit aujourd'hui les vélos circuler par milliers, n'en finit plus. Depuis 2020, 84 km de pistes cyclables et de voies vertes, des voies réservées aux déplacements non motorisés, ont été créées.
Conséquence, un boom de la fréquentation. En témoigne, entre autres exemples, celle de la rue de Rivoli, la deuxième piste la plus empruntée de la capitale, qui a bondi de plus de 30% entre septembre 2022 et septembre 2023. Un code de la rue pour mieux protéger les piétons. Paris s'est doté d'un code de la rue en juillet dernier. Ce document, inédit dans la capitale, rappelle les règles essentielles à respecter qu'on soit en voiture, à vélo, à moto ou à trottinette. De nouveaux outils de communication vont être développés pour les faire connaître. Objectif numéro 1, mieux protéger les piétons. Des actions de sensibilisation seront menées avec les associations ou dans les écoles pour développer la conduite à vélo auprès des scolaires. La police municipale, habilitée à sanctionner les infractions, appliquera aussi une tolérance zéro à l'égard de celles commises sur les trottoirs, stationnement, circulation, terrasses non autorisées, etc. Une vitesse réduite partout dans Paris. Dans le Marais, les voitures roulent désormais au pas. En quelques années, les zones piétonnes et les zones de rencontre, où la vitesse est limitée à 20 km/h, ont offert aux piétons l'espace qui leur manquait dans cet entrelac de ruelles du centre de Paris. La vitesse est même limitée à 30 km/h dans la grande majorité des rues depuis août 2021. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le risque pour un piéton d'être tué lors d'une collision passe de 80% à une vitesse de 50 km/h à seulement 10% lorsque la vitesse est limitée à 30 km/h. Les piétons à la fête place du Châtelet. La place du Châtelet, Paris-Centre, est devenue en septembre dernier une place au théâtre à l'occasion du festival organisé pour la réouverture du théâtre de la ville Sarah Bernard. L'espace autour de la fontaine du Palmier au centre de la place s'est ainsi transformé en un lieu de pratiques artistiques et de spectacles en tout genre cet automne. Danse, théâtre, musique, etc. Une transformation qui en préfigure d'autres. Des quartiers fermés au trafic. Il existe forcément un quartier Paris Respire près de chez vous. Ces secteurs où les voies sont fermées à la circulation les dimanches et jours fériés. Sur l'avenue des Champs-Élysées dans le 8e arrondissement, en cours de rénovation avant les Jeux de Paris 2024, les piétons sont rois, comme dans le secteur Paris-Centre, le premier dimanche de chaque mois. Sans oublier les berges de Seine, dont 7 km sont réservés aux piétons et aux vélos. Des zones où le trafic est limité. Paris souhaite installer des zones à trafic limité pour diminuer le flux de véhicules en centre-ville. Déjà mises en place par plusieurs villes de France et des grandes villes européennes comme Madrid, Milan ou Rome, cette zone permettra de réserver la voirie aux piétons, aux vélos, aux transports en commun et à certaines catégories d'usagers, commerçants, artisans, personnes à mobilité réduite, etc. Le passage des voitures y sera strictement interdit. Le Paris de demain sera bioclimatique. Déclinaison du plan climat, le futur plan local d'urbanisme bioclimatique va permettre de concrétiser sur le terrain les nécessaires transformations de la ville. Il sera présenté en Conseil de Paris à l'été 2024. Logements sociaux et étudiants, commerces et salles de sport, récupération pour la construction, toiture alliant panneaux photovoltaïques et végétalisation, potagers et arbres fruitiers, etc. Les prochaines constructions prévues sur le territoire parisien intégreront sobriété et confort de vie. C'est tout l'objet du futur plan local d'urbanisme, PLU, en préparation, qui se voudra désormais bioclimatique. Le PLU est un document de planification qui détermine les règles d'occupation des sols sur le territoire d'une ville. Il a vocation à dessiner son nouveau visage dans 10 ou 15 ans. Le caractère bioclimatique renvoie à un mode de conception architecturale qui s'appuie sur le site et en respecte l'environnement. Viser la neutralité carbone. Pour rendre la ville neutre en carbone en 2050, c'est-à-dire l'équilibre entre les émissions des gaz à effet de serre et la faculté à les absorber, le développement des énergies renouvelables et du zéro déchet va être intégré dans les nouvelles constructions dès leur phase de conception. Le recours à des matériaux et à des procédés de construction à faible impact carbone va être systématisé. La production d'énergie renouvelable va devenir la norme pour les projets de plus de 1000 m². Autre impératif, mettre un terme à l'usage des climatiseurs individuels et se raccorder au service public de l'énergie. La CPCU, Compagnie parisienne de chauffage urbain,
et Climespace, réseau de froid urbain parisien. En ce qui concerne l'habitat collectif et privé, le futur PLU veut favoriser la réhabilitation de l'existant et poursuivra la conversion de bureaux en logements. 1000 emplacements, dont des centaines d'immeubles de bureaux, vont être réservés au logement social, en insistant sur le rééquilibrage entre l'ouest et l'est parisien. Objectif : permettre aux locataires de réaliser des économies en accédant à des logements à des prix moins chers. Cette nouvelle répartition permettra d'atteindre 40% de logements publics à Paris en 2035, dont 30% de logements sociaux et 10% de logements abordables. Par ailleurs, tout nouveau projet de plus de 5000 m² devra consacrer 10% de sa surface à la création de logements. Enfin, le financement des aides à la rénovation énergétique des habitats privés sera augmenté, notamment avec le programme Coproasis. Ce nouvel outil propose à toutes les copropriétés un accompagnement technique et financier pour végétaliser cours et toitures, rendre perméables les sols et récupérer les eaux de pluie. 10 mètres carrés d'espace vert par habitant. La végétalisation prendra une grande place dans ce futur plus bioclimatique. À terme, il est prévu de créer 10 mètres carrés d'espace vert par habitant. Par ailleurs, seront sanctuarisés les espaces verts en pleine terre sur toutes les parcelles de plus de 150 mètres carrés, les arbres remarquables et les 100 000 arbres d'alignement, ces plantations qui permettent de rafraîchir les rues parisiennes. Dans le nord de Paris, 15 hectares seront développés pour agrandir la trame verte traversant les 18e et 19e. Fleuriront également les toitures dites biosolaires, mixant à la fois des panneaux photovoltaïques, de la végétalisation et des toitures développant l'agriculture urbaine. 10 parcs vont être créés à l'occasion d'opérations d'aménagement, comme celle de Bercy-Charenton dans le 12e, les Messageries dans le 12e également, Porte de Montreuil dans le 20e ou encore Porte de la Villette dans le 19e arrondissement. Cet été, des panneaux solaires ont été installés sur le toit de l'école polyvalente de Reims dans le 17e arrondissement. On peut les voir en photo sur cette page. Les prochaines échéances du PLU. Le 5 juin dernier, le projet de PLU a été présenté au Conseil de Paris. Dans la foulée, de nouvelles consultations prévues par le Code de l'urbanisme ont eu lieu auprès de différentes instances publiques qui vont donner des avis. À l'issue, une enquête publique est organisée du 15 janvier au 28 février 2024. Après d'éventuels ajustements, l'adoption du PLU bioclimatique passera par un vote en Conseil de Paris à l'été 2024. Dès lors, il pourra entrer en vigueur. Découverte. En pleine page, une photo du festival Jogging. Créé en 2021, le festival Jogging met à l'honneur le jeu comme trait d'union essentiel entre art et sport. Il revient au Carreau du Temple du 26 au 30 juin 2024. Au Carreau du Temple, l'art et le sport ne font qu'un. Cet établissement, unique dans le paysage culturel de la capitale, fêtera ses 10 ans en mai prochain. Souffler ses 10 bougies, l'année même des Jeux de Paris, quelle aubaine! À l'image de ce lieu atypique, la fête d'anniversaire du Carreau du Temple, le 18 mai prochain, promet de tout décloisonner. Corps et esprit, art et sport, petits et grands, amateurs et professionnels. Une célébration festive, sportive et dansante qui se voudra avant tout populaire. Et pour cause, c'est avant tout grâce à la mobilisation citoyenne que cet édifice patrimonial fut sauvé de la destruction. Inscription à l'inventaire des monuments historiques au début des années 1980. Puis grâce au budget participatif, lauréat 2016, qu'il est devenu un espace polyvalent. Aujourd'hui, cet ancien marché couvert du 19e siècle s'est reconverti en un lieu ouvert dans lequel les Parisiens peuvent découvrir de nouvelles pratiques artistiques, sportives et culturelles. Arts martiaux, basketball, roller, flamenco, mais aussi fly yoga ou booty thérapie, une chorégraphie pour assumer sa féminité. Une cinquantaine d'associations enseignent leur discipline dans les studios situés dans les sous-sols et près de 300 stages y sont organisés chaque année. Au rez-de-chaussée, la halle de 1800 m² sous verrière constitue un espace privilégié pour l'organisation de salons d'art contemporain, de marchés de créateurs et autres défilés de mode. D'autres événements s'y tiennent, comme le Food Temple en septembre, le festival Everybody du 9 au 13 février 2024 ou le festival Jogging qui présentera du 26 au 30 juin
des propositions artistiques, des cours de sport XXL, des œuvres d'art contemporain, des ateliers et des installations participatives. La question du corps. Ici, tous les événements sont pensés pour s'articuler autour de la question du corps. À titre d'exemple, rendez-vous les 16, 17 et 19 janvier pour découvrir le travail du chorégraphe Sylvain Prunenek, puis les 18 et 19 mars à l'occasion d'une soirée en deux temps, un spectacle autour des danses urbaines, Fantaisie Minor, du chorégraphe Marco da Silva Ferreira, et Disco, une création pour 8 danseurs de Josefa Madocchi. Assurément féministe, la programmation du Carreau propose aussi des débats, notamment les rencontres mensuelles animées par la journaliste Lorraine Bastide. Bonne joueuse, le cycle 2023-2024 questionne la place des femmes dans le sport. Après cette saison anniversaire, les clés seront laissées à la ville de Paris, qui a choisi ce lieu central pour accueillir le centre des médias non accrédités des Jeux olympiques et paralympiques. Entre juillet et mi-septembre, 8000 journalistes pourront profiter des espaces 24 heures sur 24 pour traiter des à côté des Jeux et du patrimoine parisien. Pour accéder au Carreau du Temple, c'est accès hall, 4 rue Eugène Spuller, Paris-Centre. Accès billetterie, salle de spectacle, espace sportif, bar, etc. 2 rue Perret, Paris-Centre. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 22h. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur lecarreaudutemple.eu. En illustration, une photo du Carreau du Temple, sa structure métallique et sa façade vitrée en font un joyau patrimonial ouvert sur la ville. Au stade Pierre de Coubertin, l'important est d'y accéder. Rampes, ascenseurs, coursives, vestiaires, le centre d'entraînement des Jeux Olympiques fait peau neuve pour mieux accueillir les personnes en situation de handicap. Porte de Saint-Cloud, dans le 16e arrondissement, une petite révolution se prépare. Le stade Pierre de Coubertin, inauguré en 1937, achève un vaste chantier de rénovation, comme 4 centres sportifs parisiens, avant le coup d'envoi des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Pendant les Jeux, les lieux accueilleront les entraînements des équipes de gymnastique rythmique et de trampoline. Mais avant de recevoir les athlètes du monde entier, Coubertin adapte ses espaces aux personnes en situation de handicap. Un héritage positif pour les milliers de pratiquants du site. Ce stade est non seulement la maison du PSG Handball, son club résident, mais accueille aussi de nombreuses associations, clubs et groupes scolaires. L'accessibilité est visible dès les abords. 2 rampes ont été aménagées, l'une mène à l'entrée dédiée aux spectateurs, l'autre à celle réservée aux sportifs, associations, clubs, etc. Les trottoirs des 2 avenues jouxtant le stade sont également en passe d'être élargis, au bénéfice de tous les piétons. Portes et fenêtres ont été rénovées et mises aux normes d'accessibilité. Le tout en respectant le caractère patrimonial d'un bâtiment de briques rouges construit pour l'exposition universelle de 1937, reconstruit en 1946. Un bombardement allié avait détruit une partie de l'édifice en 1943 et réaménagé dans les années 1990. Une zone calme dans le stade. Une fois les portes franchies, on découvre un nouvel espace d'accueil, lui aussi adapté, notamment aux personnes en fauteuil roulant. Et une nouveauté, un ascenseur qui dessert tous les niveaux du bâtiment, dont l'un des 2 cours annexes. Un autre ascenseur a aussi été construit pour desservir le second cours. Derrière l'accueil, le cours central, la grande salle de Coubertin de plus de 4000 places, est désormais 100% accessible. Les coursives ont été refaites avec l'aménagement d'emplacements dédiés au PMR et d'importants travaux d'insonorisation ont été menés. Nouveaux revêtements, installation de pièges à son, de gros cubes gris posés au plafond pour limiter le bruit, de nouveaux faux plafonds pour atténuer les sons, etc. Une zone calme dédiée aux personnes souffrant de troubles autistiques a aussi été créée, comme on peut le voir sur la photo en dessous à droite. Côté lumière, les spectateurs du cours central profiteront de nouveaux éclairages en LED, moins gourmands en énergie. Enfin, la rénovation a permis de remettre à neuf sanitaires et vestiaires afin d'adapter ces espaces à divers handicaps. En photo également, l'accueil sportif du stade Pierre de Coubertin et une place réservée aux personnes à mobilité réduite. En pratique, le stade Pierre de Coubertin se trouve au 82 avenue Georges Lafont dans le 16e arrondissement.
Vous pouvez le joindre par téléphone au 01 45 27 79 12. Un zeste de Serge à la Maison Gainsbourg. Des mois, voire des années qu'on attendait son inauguration. Depuis septembre, la Maison Gainsbourg a ouvert ses portes. Un lieu unique, resté intact depuis la mort de l'artiste. Lorsqu'on arrive dans la rue de Verneuil, on ne peut pas la manquer. D'abord, il y a ce mur immense, joyeusement tagué. Et puis ce profil esquissé en blanc sur fond noir, placardé sur la façade. On y est. La Maison Gainsbourg est ouverte. Enfin, avant d'entrer, on se déleste de son téléphone. Les photos sont interdites pour conserver le mystère. Et on enfile un casque audio dernier cri pour une visite immersive portée par la douce voix de Charlotte Gainsbourg. C'est d'abord dans l'immense salon, figé dans le temps, qu'on découvre un musée constitué de trésors glanés par Serge Gainsbourg au fil des ans. On se laisse transporter dans les années 60, 70 et 80. On entend des notes de piano, du Chopin. Au sol, des photos encadrées de Brigitte Bardot, Jane Birkin, Vanessa Paradis. Un ticket de métro traîne sur le minibar. On traverse ensuite une petite cour pavée, un coup d'œil à droite, et on aperçoit le piano à queue. Le Steinway, celui sur lequel l'artiste composait. Frisson. Une présence encore palpable. On poursuit pour arriver dans la cuisine. Tout est là, comme si on était revenu 35 ans en arrière. Le sel, la baleine, le pot de moutarde entamé et les assiettes dépareillées sur la table. À l'étage, place au dressing de Serge Gainsbourg. Ses répétos blanches, archi portées, archi chéries, ses costumes, ses vestes à rayures tennis, ses jeans délavés. Dans son bureau, tout est là aussi. Livres, machine à écrire, notes. On sentirait presque les effluves d'ambre et de cigarettes sur les murs sombres. Et puis, on termine par la chambre à coucher. On est accueilli par la silhouette grandeur nature de Bambou, sa dernière compagne, reproduite en une multitude de polaroïdes. Il y a ce couvre-lit, un épais velours noir, ces bonbons à l'anis dans une boîte rouillée, et ce zippo aussi qui nous tape dans l'œil. Avant de nous retrouver face à l'émotion du 2 mars 91, contée par Charlotte, rythmée par les fans venus en nombre chanter « Je suis venu te dire que je m'en vais » sous ses fenêtres. Au total, la visite des 130 mètres carrés de cet hôtel particulier dure une quarantaine de minutes. On la complète volontiers avec un passage au musée Gainsbourg qui dresse un portrait chronologique des œuvres de l'artiste. On sort de là un peu groggy, avec le sentiment d'avoir effleuré du doigt la légende. Merci Charlotte. Toute cette attente en valait vraiment la peine. La maison historique de Serge Gainsbourg se trouve au 5 bis rue de Verneuil, dans le 7e. Plus d'infos sur maisongainsbourg.fr. En photo, vous pouvez voir la façade de la maison de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement. Gustave Eiffel a joué plus d'un tour à Paris. Si son nom l'unit à la tour, Gustave Eiffel avait plus d'une corde à son arc et a laissé son empreinte dans plusieurs lieux de la capitale et ailleurs dans le monde. À l'occasion du centenaire de sa mort, le 27 décembre 1923, découvrez l'héritage offert par l'illustre ingénieur et entrepreneur. Sa dame de fer qui faillit être éphémère. Symbole de la France dans le monde, vitrine de Paris, la Tour Eiffel accueille aujourd'hui près de 7 millions de visiteurs par an. Cette grande dame, 324 mètres, antenne comprise, a pourtant failli n'être qu'éphémère. Qualifiée par certains de suppositoire géant dressé dans Paris durant son édification, entre 1887 et 1889, elle rencontre pourtant, dès son inauguration lors de l'exposition universelle, où elle représentait le savoir-faire technique français, un succès auprès des visiteurs qui donne à Eiffel des arguments pour éviter sa destruction. Après l'installation en 1898 d'un labo météo, puis d'un émetteur TSF en 1905, la Tour Eiffel et ses 6300 tonnes de fer puddlé, une technique qui permet de se débarrasser de l'excès de carbone présent dans la fonte, deviennent indéboulonnables. Sa soufflerie, toujours utilisée dans le BTP. Au cours de la construction de la tour, pour étudier sa résistance au vent, Eiffel s'est lancé dans des travaux d'aérodynamisme. En 1909, il installe une soufflerie au Champ de Mars. Celle-ci est utilisée en architecture, en urbanisme ou en génie civil
pour étudier les effets d'un écoulement d'air sur un corps. Il déménage ce laboratoire et ses 2 machines, l'une d'1 mètre de diamètre, l'autre de 2 mètres, dans le quartier d'Auteuil en 1912. Classée monument historique, la soufflerie est toujours en activité au 67 rue Boileau dans le 16e. Si dès 1915, Gustave Eiffel met cette installation au service de Peugeot pour améliorer les performances d'une voiture de course avec succès, les architectes et les urbanistes s'appuient encore aujourd'hui sur la soufflerie Eiffel pour construire les villes et les bâtiments du futur. Sa liberté éclairant le monde et la Seine. Si Viollet-le-Duc est l'architecte de la Statue de la Liberté et Bartholdi son sculpteur, jamais ce monument de 46 mètres de hauteur n'aurait pu résister plus de 130 ans au vent violent et à l'air salin du port de New York sans le génie de l'ingénieur Eiffel. En 1891, Gustave Eiffel crée son ossature en fer et décide de faire reposer la statue sur un pylône de 4 pieux en acier reliés entre eux. Cette femme drapée dans une toge est offerte par la France aux États-Unis pour célébrer le centenaire de son indépendance. À Paris, sa réplique à l'échelle 1/4 est dressée sur l'île aux Cygnes dans le 15e arrondissement. Depuis 1889. Visible depuis les quais, elle offre une superbe perspective sur la Seine et la Tour Eiffel. Des fondations pour un célèbre palais. Au-delà de ces incroyables collections, le musée de la mode de la ville de Paris, situé au 10 avenue Pierre Ier de Serbie dans le 16e, est une merveille d'architecture. C'est entre 1879 et 1894 que la duchesse de Galliera fait construire ce palais pour partager avec les Parisiens son goût pour la beauté. La philanthrope exige qu'un soin particulier soit porté à l'esthétique du jardin, des escaliers, des terrasses, des fontaines et des galeries. Les visiteurs s'engagent d'abord dans un vaste parc tout en courbe, puis font face au palais d'inspiration Renaissance. À la pointe des innovations architecturales, le palais Galliera cache sous ses pierres une structure de fer réalisée par Gustave Eiffel. C'est également la compagnie des établissements Eiffel qui a réalisé les baies vitrées, les escaliers et même la grille du square. Des ponts métalliques pour les badauds. L'industriel a marqué les plus grandes avancées architecturales, technologiques et industrielles de son temps. Mais ses plus grands chantiers restent les ponts. En France, Gustave Eiffel en a réalisé des centaines, routiers comme ferroviaires, dont le plus spectaculaire est le viaduc de Garabit dans le Cantal. À Paris, cet amoureux des constructions métalliques a conçu 2 passerelles pour le parc des Buttes-Chaumont, dans le 19e arrondissement. La passerelle suspendue, longue de 65 mètres, surplombe le lac à 8 mètres de hauteur, reliant la rive ouest du parc à l'île du Belvédère. Moins long et de couleur verte, le pont Eiffel, qui connecte la porte Secrétan aux buttes Puebla et Fessard, servait autrefois de pont routier. En pratique, exposition Le Paris de Gustave Eiffel à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine jusqu'au 8 janvier 2024. Exposition Eiffel toujours plus haut sur le parvis de la Tour Eiffel jusqu'au 7 janvier 2024. Entretien. Quai de la Photo, un lieu hybride, festif et culturel. Centre d'art dédié à la photographie contemporaine, Quai de la Photo, ouvert depuis juillet 2023 sur une péniche rive gauche dans le 13e arrondissement, est bien plus qu'un lieu de culture. 3 questions à Nicolas Laugereau-Lasserre, son cofondateur. Quel est le concept de Quai de la Photo ? Notre ADN est calqué sur celui de Fluctuart, sa grande sœur dédiée au street art. On a vu avec Fluctuart que l'utopie de donner accès à l'art gratuitement n'en était pas une. Nous y rencontrons un grand succès. Nous avons alors de nouveau travaillé sur l'idée d'un lieu de vie à la fois festif et culturel dans un endroit très passant, sur une péniche au pied de la BNF dans le 13e. Un endroit où l'on peut s'arrêter pour boire un verre, manger un morceau, profiter de la terrasse l'été et de l'intérieur très agréable l'hiver sans forcément y venir pour l'art. Quai de la Photo accueille aussi une librairie photo avec 2000 références, une superbe marina intégrée à la péniche et bien sûr l'espace d'exposition sur 120 mètres carrés. Le lieu est vraiment dingue. Quel type d'expo peut-on y voir ? Nous alternons entre la scène émergente et les photographes déjà installés. Nous avons ouvert en juillet avec une expo de Martin Parr, célèbre photographe britannique,
Puis on a enchaîné avec une expo de 150 photos de l'AFP vendues aux enchères par la suite. En 2024, nous accueillerons une expo du prix pour la photographie du musée de quai Branly-Jacques Chirac. On fêtera aussi les 70 ans de Paris Match et on peut encore mentionner une collaboration avec la MEP et le Jeu de Paume. Les sollicitations ne manquent pas. Quel public accueillez-vous ? Nous sommes au cœur des berges de Seine piétonne. La sociologie de nos visiteurs est donc très cosmopolite. Des sportifs, des enfants, des familles, des jeunes, des promeneurs, etc. Nous avons aussi beaucoup de scolaires, de centres culturels qui nous visitent, car l'emplacement est parfait pour les enfants et en plus, c'est gratuit. Ça correspond tout à fait à notre philosophie, celle de quai de la photo et de Fluctuart. On voulait un lieu hybride, accessible au plus grand nombre et surtout pas le sanctuariser. Nous sommes donc ouverts tous les jours jusqu'à 2h du matin l'été et l'hiver du mercredi au dimanche jusqu'à minuit en semaine. Pour un verre, un bon repas, une expo, au choix ou tout à la fois. Plus d'infos sur le site internet quai-de-la-photo.fr. Il se situe au 9, Port de la Gare, dans le 13e arrondissement. Vous pouvez le joindre par téléphone au 07 66 43 01 18. Arletty, une vie comme un roman. Nicolas d'Étienne d'Orve se glisse dans la peau d'Arletty à l'affiche des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma des années 1930 et 40. À la première personne, l'auteur fait défiler avec humour le destin aussi heureux que tragique d'une femme irréductiblement libre. Dans ce roman sur Arletty, vous avez choisi de parler à la première personne. Pourquoi ? Je suis passionné de cinéma, de théâtre et aussi d'histoire, notamment de la période de l'occupation. Mais je ne suis pas historien, je suis un romancier. Alors j'ai choisi cet exercice de style. Tout est vrai. J'ai mis en mots, sans non plus le singer, le style particulier de cette femme. Je raconte une vie dans laquelle s'engouffre tout le XXe siècle, puisqu'Arletty est née en 1898 et meurt en 1992. Quel est le Paris d'Arletty ? C'est le Paris exubérant de l'entre-deux-guerres. Arletty naît à Courbevoie dans un milieu modeste. Elle découvre l'autre côté de la Seine dans les années 1920, au cœur des années folles. C'est un Paris débridé et déluré. Ce sont les théâtres de la Michaudière, des Capucines ou des Bouffes parisiens, et les soirées de fête chez Maxims ou la Tour d'Argent. Arletty était-elle une vraie Parisienne ? C'était une femme du pavé parisien. Elle a la gouaille de ces femmes dans laquelle on l'a réduit au départ, avec des rôles de soubrette ou de prostituée. Il faut attendre Carnet et Gabin pour qu'elle incarne des rôles à sa mesure, comme dans Le Jour se lève en 1939. Ou Carnet, encore lui, Prévert et Jean-Louis Barrault pour être l'inoubliable Garance des Enfants du Paradis en 1945. Entre-temps, il y a eu la guerre et sa passion controversée pour un officier allemand. Mais fidèle à elle-même, c'est la femme libre qui choisit l'amour au risque de sa réputation. Kiosque. Et un café pour la 12. Le café, boisson venue d'un Orient qui fascine les Occidentaux, est introduit au milieu du XVIIe siècle par les limonadiers qui l'ajoutent à leur carte. Combiné au début du XIXe siècle avec le nouveau venu qu'est le restaurant, il trouve sa formule et le succès. Une histoire de près de 3 siècles à savourer au travers de 200 photographies et documents. L'invention des cafés parisiens par Benoît Collat aux éditions Parigramme à 24,90 €. 17 portraits montmartois. Sœur Marie-Jérémie, bénédictine du Sacré-Cœur, Christos, portraitiste de la place du Tertre, Nicole Savage, danseuse du Moulin Rouge, etc. Autant de figures de la butte Montmartre, croquées dans leur univers par 2 sœurs habitantes du quartier. Elle propose en dessin et en texte une promenade truffée d'anecdotes sur ce village. Montmartre, rencontre illustrée au cœur de la butte, d'Emmanuel Dumas pour les textes et de France Dumas pour les dessins, aux éditions Magellan et compagnie, 24 €. Paris en poésie et en peinture. Une véritable déclaration d'amour à notre ville, à la littérature et la peinture. Sophie Chauveau a sélectionné poèmes ou citations qu'elle fait dialoguer avec des tableaux de grands maîtres de la peinture du XVIe siècle à nos jours.
une variation picturale et poétique à feuilleter avec délice et émotion. Paris des peintres et des écrivains, par Sophie Chauveau, aux éditions Azan, beau livre, à 35 €. Paris à mettre en couleur. Déjà auteure de plusieurs coloriages pour adultes, Zoé de las Cases, illustratrice, graphiste et décoratrice, revient avec cette sélection d'images de créateurs parisiens qui l'inspirent. Les images sont en noir et blanc, à colorier selon ses envies. Pour autant de lieux ou d'atmosphères à faire vivre. Paris, carnet de coloriage de Zoé de las Cases, aux éditions Hachette Pratique, 19,95 €. Tribune. Groupe Paris en commun. Rémi Ferraud, président du groupe. Transition écologique, agir ici et maintenant. La transition écologique est un des principaux défis de notre siècle. À Paris, nous avons décidé de le relever depuis de nombreuses années avec une détermination sans faille, parce qu'il en va de notre survie et de celle des générations futures. Depuis 20 ans, nous avons pris des mesures fortes pour lutter contre le réchauffement climatique et la pollution de l'air. Aujourd'hui, ces mesures portent leurs fruits, puisque les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de plus d'un tiers sur le territoire parisien en 20 ans. D'ici 2030, l'objectif est de les réduire de 50%, ainsi que de diminuer de 35% la consommation d'énergie et d'aboutir à 45% d'énergie renouvelable. Enfin, nous voulons, d'ici 2050, atteindre une ville neutre en carbone et à 100% d'énergie renouvelable. En matière de transition écologique, il ne peut y avoir d'action efficace que globale. Et si elle entraîne souvent des résistances, se heurte au conservatisme ou est parfois mal comprise, elle n'en reste pas moins indispensable. À l'heure où l'État a été condamné par 2 fois pour inaction climatique par les tribunaux, nous agissons à Paris avec force sur tous les leviers. Déplacement, débitumisation, végétalisation, plan local d'urbanisme bioclimatique, etc. Nous menons aussi le combat au niveau international, suite à la volonté du Conseil européen d'assouplir la norme Euro 7 sur les émissions de véhicules motorisés, qui intègre pourtant les normes de l'Organisation mondiale de la santé sur la qualité de l'air. Notre collectivité a initié, avec d'autres grandes villes du continent, une pétition adressée au Parlement européen. Elle demande le rejet de cette décision scandaleuse. Si elle devait être adoptée, cette norme au rabais constituerait en effet un véritable permis de polluer. Parce que la pollution tue, il y a urgence à agir, ici et maintenant. Retrouvez-nous sur Twitter et Facebook, @groupe PEC. Groupe Changer Paris. L'écologie du quotidien pour changer Paris. À l'écologie cosmétique et aux images de synthèse, le groupe Changer Paris répond avec une écologie proche des Parisiens et de leur quotidien. Alors qu'une étude scientifique vient d'élire Paris comme ville la plus mortelle d'Europe en cas de vague de chaleur, notre groupe porte des solutions concrètes adaptées à ces enjeux majeurs pour le futur de notre ville. La question de la consommation d'énergie est centrale car c'est une double neutralité que nous devons viser, carbone et budgétaire. Le portefeuille des Parisiens ne doit pas être la victime collatérale de politiques mal engagées. Une vraie démarche de rénovation thermique des bâtiments doit permettre à terme de baisser la consommation énergétique et les factures. Nous souhaitons encourager l'autoproduction par l'implantation de panneaux solaires sur les parties de toit non visibles depuis la rue. Le quotidien des Parisiens, c'est une ville de moins en moins vivable et respirable. Depuis plus de 20 ans, la gauche a renforcé le phénomène d'îlot de chaleur à Paris. Le réaménagement de la place de la République en est un triste exemple. Préservons les rares espaces de pleine terre existants et cessons la bétonisation de notre espace public. C'est tout le sens de la mission d'information impulsée par notre groupe qui vise à protéger les bois de Boulogne dans le 16e et de Vincennes dans le 12e, véritables poumons verts de Paris, tout en les rendant plus attractifs pour les Parisiens. Dans ce combat quotidien, la biodiversité est une alliée précieuse. Des milliers d'arbres peuplent les rues de Paris depuis des centaines d'années et leurs bienfaits sont plus importants que ceux de jeunes pousses. La politique ambitieuse que nous proposons inclut de nouvelles plantations, mais aussi des mesures pour protéger ce patrimoine inestimable. Groupe Les Écologistes, Fatoumata Koné, présidente du groupe. Le futur de Paris sera écologique ou ne sera pas.
Avoir pu profiter du mois d'octobre comme si c'était l'été était agréable, mais c'est surtout un rappel criant de l'accélération du changement climatique. Sécheresse et vagues de chaleur s'intensifient été après été, et la canicule tardive de septembre l'a encore illustré cette année. À l'heure de l'emballement climatique, le groupe écologiste continue de s'engager pour un changement d'échelle dans les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation. Vite, sortons des énergies fossiles et protégeons les Parisiennes et les Parisiens des conséquences sociales et sanitaires du changement climatique. Grâce aux rues écoles libérées des voitures ou encore à l'interdiction de la surconstruction autour du périphérique, nous œuvrons quotidiennement à rendre Paris plus respirable. L'adoption d'un plan local d'urbanisme bioclimatique de rupture va permettre l'ouverture au public de 300 nouveaux hectares d'espaces verts d'ici 2040. Partout où cela est possible, nous devons identifier, programmer et mettre en œuvre une politique de végétalisation permettant de redécouvrir la nature étouffée par des siècles d'artificialisation. Il est également nécessaire d'augmenter le financement et d'accélérer le plan de rénovation thermique des logements ainsi que des bâtiments publics tels que les écoles. Avec la révision du plan climat porté par l'adjoint écologiste Dan Lert, la ville de Paris se mobilise pour que Paris reste habitable dans les prochaines années. L'enjeu, faire plus vite, plus local et plus juste dans la lutte contre le changement climatique pour que Paris reste habitable pour toutes et tous dans les prochaines années. C'est le sens de notre engagement pour les Parisiennes et les Parisiens et pour l'avenir de nos enfants. Retrouvez-nous sur www.groupe-écologiste.paris. Groupe communiste et citoyen. Yann Brossat et Raphaël Primet, co-présidents du groupe. Pour une transition écologique et populaire. Le 25 juillet 2019, Paris enregistrait une température record, 42,6 degrés. Depuis, chaque été est en moyenne plus chaud que le précédent et le pic de 50 degrés n'est plus le scénario du pire. La chaleur, la raréfaction de l'eau, l'augmentation de la fréquence des crues et tous les autres effets du changement climatique entraîneront des crises en cascade. Fort heureusement, Paris a déjà entamé sa transition écologique depuis de nombreuses années, faisant même office d'exemple à l'international. Dès lors, si l'adaptation aux effets du changement climatique et l'atténuation de ces changements brutaux semblent faire consensus, nous affirmons que la transition sera populaire ou ne sera pas. C'est pourquoi, dans le cadre du plan climat 2024-2030 de la ville de Paris, les communistes militent pour le développement d'un mix énergétique neutre en carbone, associant les énergies renouvelables au nucléaire, dans le cadre d'un service public, seul cadre permettant de mettre à l'abri les usagers des logiques du marché. Ce cadre, une fois établi, Paris doit continuer à agir pour rénover son parc de logements, privés comme social, ses bâtiments publics et ses écoles en généralisant notamment les cours oasis et en les raccordant à son réseau de froid. Si l'adaptation du changement climatique n'est pas pensée à l'aune des réalités des classes populaires, intégrant leurs besoins et leurs aspirations, elle est condamnée à être un échec cuisant. Vous pouvez suivre notre groupe sur les réseaux sociaux, notamment sur communiste au pluriel -paris.fr, ainsi que sur Twitter, Facebook avec @élu au pluriel PCF Paris, et sur Instagram, groupe communiste et citoyen Paris. Groupe indépendant et progressiste, Pierre-Yves Bournazel, coprésident, Delphine Burkli, coprésidente, et les élus du groupe. Végétalisation de Paris, place aux actes. Paris est une ville très minérale. Selon une étude du Massachusetts Institute of Technology publiée en 2018, Paris reste l'une des grandes villes les moins vertes du monde. Pourtant, les services rendus par la végétalisation des villes sont nombreuses. La végétation urbaine, particulièrement les arbres anciens, joue un rôle de régulateur environnemental. En rafraîchissant l'air et en luttant contre les effets d'îlots de chaleur urbains, en absorbant et en piégeant du CO2, en préservant et en entretenant la biodiversité, en régulant les eaux pluviales et les inondations. Afin de préparer notre capitale aux conséquences du réchauffement climatique, il est donc nécessaire de multiplier rapidement les plantations d'arbres. Sur ce point, Paris a indéniablement pris du retard. Entre 2014 et 2020,
L'exécutif municipal n'a planté que 20 000 arbres et les chiffres des abattages réalisés n'ont pas été rendus publics. Pour tenter de rattraper ce premier bilan, la maire de Paris a annoncé en 2020 la plantation de 170 000 arbres à Paris sur la mandature 2020-2026. Là encore, cette annonce n'a malheureusement pas été suivie d'effet. Selon les derniers chiffres publiés au second plan arbres parisien, 38 550 arbres ont été plantés en 2 ans. Ce ne sera malheureusement pas suffisant pour espérer atteindre l'objectif de 170 000 arbres d'ici à 2026. Plus inquiétant encore, les budgets alloués à la plantation d'arbres, à la végétalisation et à l'entretien des arbres et des bois ont cette année été baissés de plus de 3,3 millions d'euros. C'est pourquoi la ville doit se doter en urgence d'une réelle stratégie de végétalisation en prenant des engagements planifiés dans le temps et encadrés budgétairement. Il est temps de passer des annonces aux actions concrètes. Démocrates et écologistes, Maude Gattel et les élus du groupe. Protégeons le petit patrimoine parisien. La ville de Paris possède une richesse culturelle et patrimoniale exceptionnelle reconnue à l'échelle internationale. Mais elle bénéficie également d'un petit patrimoine plus discret qui se cache dans les rues parisiennes. Ses fresques murales, frontons, portails, raclepieds, chasse-roues, pompes à eau, bornes, cadrans solaires, puits, kiosques, boîtes à sable ou devantures sont autant de témoignages du passé en racontant l'histoire des Parisiens et de leur quotidien. Mais ce dernier est fragile et non protégé, alors qu'il constitue les jalons de l'histoire de Paris. Il subit les altérations du temps, les incivilités, mais également le manque de soins apportés dans le cadre des politiques de transformation de l'espace public menées par l'exécutif municipal. C'est pourquoi le groupe MoDem, démocrates et écologistes, a voulu agir en proposant une délibération en faveur de la protection et de la mise en valeur du petit patrimoine parisien trop souvent oublié. Nous avons ainsi permis la mise en place d'une plateforme participative qui sera alimentée par les Parisiens afin de recenser ce petit patrimoine, ainsi que la création d'une journée du petit patrimoine parisien dédiée à sa valorisation. Un observatoire du petit patrimoine parisien verra également le jour, composé d'historiens et d'urbanistes. Il sera chargé de sélectionner des projets de restauration de ce patrimoine dans la capitale. Enfin, nous avons obtenu la mise en place d'un travail conjoint entre la ville de Paris et des organismes dédiés au mécénat afin de restaurer ces éléments patrimoniaux. Les élus du groupe MoDem, démocrates et écologistes, se réjouissent que la ville de Paris se dote enfin d'une politique publique afin de préserver ce petit patrimoine cher au cœur des Parisiens. Ces tribunes n'engagent pas la rédaction. Quiz. Ces actrices que Paris a rendues immortelles. Avant Lynn Renault, plusieurs actrices ont donné leur nom à des rues, places et autres passerelles. Mais savez-vous lesquelles ? Avec ses amis existentialistes, elle crée la légende de Saint-Germain-des-Prés dans les années 1950. Une place porte aujourd'hui son nom dans le 6e. Réponse A, Simone Signoret. Réponse B, Michel Morgan. Réponse C, Juliette Gréco. De son vrai nom, Léonie Battia, elle est d'abord tourneuse d'obus, puis dactylographe, avant d'embrasser une carrière de mannequin et enfin d'actrice. Une passerelle porte même son nom. A. Arletty, B. Kiki de Montparnasse ou C. Catherine Deneuve. Tragédienne franco-espagnole, décédée en 1996, elle a marqué les esprits avec ses rôles dans Les Enfants du Paradis, La Chartreuse de Parme et Orphée. Un pont du canal Saint-Martin dans le 10e porte son nom. Réponse A, Maria Casares. Réponse B, Juliette Gréco. Réponse C, Claudia Cardinal. Recluse dans son appartement parisien avenue Montaigne dans le 8e à la fin de sa vie, elle avait pourtant été l'une des plus grandes actrices d'avant-guerre. Une place dans le 16e porte son nom. De qui s'agit-il ? A. Ingrid Bergman, B. Marlène Dietrich ou C. Greta Garbo. Née et décédée à Paris, elle a présidé 2 fois le jury du Festival de Cannes et 2 fois celui de l'Académie des Césars. Une promenade lui est dédiée quai de Seine. Réponse A, Jeanne Moreau. Réponse B, Annie Girardot. Réponse C, Carole Bouquet. Enterrée au Père-Lachaise il y a tout juste 20 ans,
Cette actrice avait été nommée 5 fois au César entre 1989 et 1999 et avait commencé à jouer dès l'âge de 4 ans, souvent aux côtés de ses parents. Un square du 4e lui est dédié. De qui s'agit-il? A. Delphine Seyrig, B. Marie Trintignant ou C. Charlotte Valandré? Elle a joué pour Philippe de Broca, François Truffaut, Roman Polanski et Jacques Demy, avant de mourir dans un accident de voiture en 1967, à tout juste 25 ans. Une place du 18e porte son nom. Réponse A, Delphine Seyrig. Réponse B, Pascal Augier. Réponse C, Françoise d'Orléac. Réponse. Question 1, la réponse C. Question 2, la réponse A. Question 3, la réponse A. Question 4, la réponse B. Question 5, la réponse A. Question 6, la réponse B. Et question 7, la réponse C.